Yes! C'est fabuleux! Thomas Levet. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Au programme cette semaine, François Calmels, l'ancien joueur du Tour européen qui est avec nous en studio. Nous aurons également un ancien joueur du Tour, Jean-Baptiste Gonnet, qui a monté une académie. Et avec moi pour animer cette émission, Martin Coulon et Benjamin Cadieux du Journal du Golf. Bonjour messieurs. Salut Arnaud. Salut tout le monde. Et bonjour François Calmels. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors François, vous avez 38 ans, 3 victoires sur le Challenge Tour, 67 tournois sur le Tour européen, une dizaine d'années sur le Challenge Tour en tout. La carrière cette fois, c'est bel et bien terminé. Voilà, une carrière en stand-by depuis 1 an et demi, on va dire beaucoup moins de tournois. Peut-être que j'en ferai encore quelques-uns cette année, mais on va dire que les priorités sont ailleurs désormais. Quand on dit je vais peut-être en jouer quelques-uns, qu'est-ce qui se passe si on gagne? Est-ce que ça peut repartir ou pas? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça repartira pas sur le même rythme. En fait, j'ai plus envie de faire des saisons complètes à être toute l'année loin de chez moi. Donc ça, c'est vraiment une certitude. Après, déjà me faire plaisir. J'ai quand même eu une absence 1 an et demi, donc là, refaire quelques tournois, ce serait déjà agréable. Mais on verra ça un peu plus tard, mais beaucoup d'autres priorités avant d'attaquer les tournois de golf. On va venir à votre conversion, mais qu'est-ce qui vous a manqué pour aller plus haut dans votre carrière? Peut-être que j'ai pas fait mon meilleur golf au bon moment en fait. J'ai eu plusieurs périodes de ma carrière golfique où j'ai fait vraiment du très bon golf et un golf qui m'aurait permis de rivaliser avec beaucoup de très bons joueurs, mais peut-être pas au bon moment en fin de compte, sur des moments où je jouais le Challenge Tour peut-être et pas le Tour européen ou inversement. Et donc voilà, peut-être ce qui m'a manqué, un petit peu de putting aussi, un peu de petit jeu, du drive au milieu du fairway, il y a tout le temps plein de paramètres, c'est le golf. Mais j'en ai quand même bien profité et je me suis régalé quand même pendant pas mal d'années. Bon, maintenant donc terminé, on vous entend sur Golf Plus et Canal Plus, c'est ça la reconversion, c'est les médias? Entre autres, les médias m'ont toujours passionné. J'ai eu la chance, grâce à Thierry David, qui m'a inclus dans la boucle cette année pour commenter sur Golf Plus. Et je me régale à chaque fois qu'il m'appelle, donc ça me permet de vous faire vivre un peu tous les tournois de golf partout dans le monde, hein. L'Australie, Europe, USA. Ouais, Martin. François, c'est pas un peu frustrant quand on a été sur le Tour européen et quand on a comme toi la passion du golf à haut niveau et de la compétition, de se retrouver derrière, de l'autre côté de l'écran, comme nous on l'est tout le temps, mais nous on n'a pas eu. Moi j'ai jamais été du côté de la barrière où toi tu as été. C'est pas un peu frustrant de regarder les copains comme ça jouer? Mais en fait, je m'étais demandé si ce serait frustrant, mais en fait pas du tout. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Souvent, alors il y a des fois des tournois que je connais pas du tout quand je fais le PGA Tour, puis il y a des tournois sur des parcours que j'ai déjà joué avec des joueurs que je connais bien. Et c'est vraiment très intéressant et donc non, pas frustrant du tout en fait. Ça me permet surtout d'apporter des petites infos en plus et je pense que les gens qui regardent le golf à la télé aiment ça. Oui, parce que sans parler des joueurs français que François connaît particulièrement bien, comme Romain Vatel, Grégory Avray, notamment les joueurs de Bussy, mais aussi tous les autres. François a aussi côtoyé des joueurs comme Brooks Koepka sur le Challenge Tour, Matt Wallace qui cartonne sur l'European Tour, et le fait d'avoir passé des heures avec ces gars-là, c'est hors de prix. Il y a très peu de consultants qui peuvent vous proposer ça. Donc c'est aussi l'une des grandes qualités de François, c'est de connaître au plus près ces grands joueurs des circuits. Ouais, en effet, j'ai la chance, hein, j'ai quand même un peu vadrouillé, donc j'ai joué avec beaucoup de très bons joueurs sur des très beaux parcours, des parcours qui accueillent des tournois encore cette année, et donc ça me permet de donner souvent des petites anecdotes que j'ai pu avoir. Comment vous préparez justement? Est-ce que vous contactez les joueurs, les caddies, que les Français, les étrangers aussi? Comment vous faites pour préparer un tournoi? Alors j'essaie de me préparer un peu comme quand je vais faire un tournoi en tant que joueur en fait. Donc tout ce qui est carnet de parcours, connaissance du parcours, du champ de joueur, tout ça, je me prépare un petit peu à l'avance. J'appelle souvent un caddie français ou un joueur français qui est sur place et qui va me donner ces informations, m'envoyer le carnet de parcours, me dire comment est le parcours, il y a du vent, pas de vent, les greens sont secs, il faut jouer le parcours comme ci, comme ça.
Et donc voilà, après sur les quelques joueurs que je connais pas, je fais mes petites recherches avant et comme ça je suis un peu carré pour la compète. Ça c'est la télé, mais vous avez aussi une bonne plume. C'est aussi pour ça que vous êtes là aujourd'hui. On peut annoncer une future collaboration avec Journal du Golf et l'équipe.fr. Vous avez toujours écrit, vous avez toujours aimé écrire, François? Aimer écrire, je sais pas. J'ai fait un bac littéraire, donc on va dire que les lettres m'ont toujours intéressé. Après, étant vraiment un grand fan de sport, tous les sports, j'ai voulu un peu voir ce que ça pouvait donner de parler de sport, de donner un peu mon expérience, mon vécu, tout ça à l'écrit. Et a priori, ça a plu, donc je suis ravi. Et donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire cette année. Dernier volet de la reconversion, quand même, c'est un peu logique pour un ancien golfeur de haut niveau, c'est le coaching. Pour l'instant, c'est plutôt les femmes. Vous avez commencé à vous faire la main, si vous me passez l'expression, sur votre femme Jade Schaeffer. Et vous avez aussi Justin Dreher depuis quelques temps. Oui, le coaching, toujours un truc qui me plaît énormément, bien évidemment surtout avec plutôt des bons joueurs ou joueuses. J'ai pu me faire, on va dire, Jade Schaeffer a servi de cobaye pendant une année, même un peu plus. Et donc maintenant je suis, on va dire, je suis un peu plus open pour partager mon expérience et mon coup d'œil avec des joueurs ou joueuses qui souhaiteraient travailler avec moi et je pense que je peux apporter un peu cette expérience de joueur, comment gérer certains moments sur le parcours, donner des petits conseils, ce qu'il faut faire, pas faire avant d'attaquer un tour quand on n'est pas trop dans le ballon, quand on est stressé, comment il faut faire pour finir une partie, tout ça. Et ça, c'est un peu du mental, c'est de la technique, mais du mental aussi. Et la technique, justement, vous y êtes intéressé tout au long de votre carrière, vous avez passé des diplômes, vous allez en passer. Comment vous comptez aborder ce swing de golf qui est quand même extrêmement technique, extrêmement difficile à enseigner et à corriger? Alors moi, j'ai passé mon brevet d'enseignant rapidement. Dès que je suis passé pro, en fait, grâce c'était à la filière haut niveau, donc j'ai eu mon brevet. Ensuite, j'ai toujours eu un petit coup d'œil sur ce qui se faisait, sans être trop pointilleux, je vous l'avoue. Et en fin de compte, mon enseignement, il va pas partir vraiment dans un truc ultra technique comme on peut le voir actuellement. Et on va dire que je vais plus m'inspirer des coachs que j'ai pu avoir. Benoît Ducolombier, par Ouais, exemple. par exemple, qui a vraiment été un... Frank Schmid aussi Ouais. à Bussy. Voilà, et ce qui est bien, c'est que vraiment, c'est deux coachs complètement différents. Et donc, c'est vraiment eux qui m'ont formé un peu mon analyse. Et donc, ça me permet d'être très technique tout en étant comme Franck, tout en étant un peu plus dans le jeu, comme les Benoît. Et donc je les en remercie. Et ça me permet surtout d'avoir un bon coup d'œil. Et je pense de donner les bons conseils au bon moment pour des joueurs pros de très haut niveau. On va avoir Jean-Baptiste Gonnet là, qui a ouvert une académie dans le Sud. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, que vous pourriez faire aussi ou non, pas pour l'instant, c'est pas du tout au programme? C'est pas du tout au programme et vraiment là il va partir vraiment dans de l'enseignement classique qui est peut-être pas vraiment le créneau vers lequel j'ai envie de me diriger, mais en tous les cas c'est vraiment bien qu'il ait fait ça et une bonne structure comme ça pour s'entraîner dans le Sud et tout, c'est une très bonne chose. Allez, on va l'accueillir tout de suite, Jean-Baptiste Gonnet. Jean-Baptiste Gonnet, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 37 ans, 197 tournois sur le Tour européen entre 2007 et 2013, 9 top 10 dont une deuxième place au Scandinavian Masters en 2007. Mais vous, comme François Calmels aussi, c'est ferme et définitif, les clubs sont raccrochés, vous n'allez plus faire de tournois? C'est ferme et définitif, je sais pas. Pour l'instant, j'ai plus trop l'envie, j'ai plus trop la passion d'aller jouer des tournois. Donc pour l'instant, ferme et définitif, je sais pas. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je me dirige plus vers l'enseignement et ça fait déjà quelques mois que je pratique et je suis plutôt content de cette reconversion. Donc pour l'instant, enseignement à bloc. J'ai posé la même question à François tout à l'heure. Si vous rejouez et si vous gagnez, est-ce que ça peut redémarrer? Est-ce que vous pouvez éventuellement retourner sur le Tour européen un jour? Est-ce que c'est toujours dans un petit coin de la tête? C'est toujours dans un petit coin de la tête. Je me pose même la question aujourd'hui si je vais pas retourner aux cartes européennes en fin d'année. Donc effectivement, c'est dans un coin de ma tête. Après, ce qui me manque aujourd'hui, ce que je disais, c'est la passion du jeu que j'ai un peu perdu. Après, il y a eu les blessures, il y a eu les mauvais résultats, mais
ça reste ma passion et ça le restera pour toujours. Donc je suis pas fermé à rejouer un jour, clairement pas fermé. Après, peut-être que cette année d'enseignement, je vais me rendre compte au bout d'un moment que le jeu me manque. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc je le garde dans un coin de ma tête, mais c'est pas la priorité. On va venir dans l'enseignement dans quelques instants, mais faisons un peu le point sur votre carrière. Comment vous expliquez l'enchaînement, perte de la carte, Challenge Tour, puis Alps Tour et arrêt de la carrière? Avec le recul, comment vous l'analysez? Qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Ce qui l'a provoqué, c'est trop de changements. C'est-à-dire que j'ai voulu changer pour être meilleur et je me suis pas forcément dirigé ni vers les bonnes personnes. J'ai voulu changer mon coach de toujours, Roger Damiano. C'était peut-être une erreur. Je me suis un peu perdu techniquement. Je me suis clairement perdu. Je pense que c'est arrivé à d'autres joueurs. Et puis après, c'est la descente aux enfers, hein, les mauvais résultats. Financièrement, ça commence à être compliqué. Et puis voilà, à ce jeu, je pense qu'il faut rester dans son système propre. Moi, j'ai voulu en sortir et voilà ce qui s'est passé. Hein. C'est malheureux, mais c'est un jeu compliqué. Il faut rester simple. Si on copie de trop, chose que j'ai fait, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis après, c'est réaction en chaîne. Hein. C'est perte de confiance, perte de motivation, et puis c'est difficile. Allez, dernière question à ce sujet. Lors d'une interview en 2007, vous aviez déclaré que le top 50 mondial ne vous semblait pas inaccessible. Avec le recul, c'est toujours le cas ou vous êtes un peu trompé? Comment vous le voyez, ça? Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est difficile comme question. En 2007, tout allait bien pour moi. J'étais avec mon coach, tout se passait très bien. J'ai voulu modifier certaines choses et je pense que je me suis trompé. Je pensais que j'étais mauvais du tee au green, ce qui était complètement faux. J'étais plutôt mauvais sur les greens. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé de changer mon swing. Alors, j'aurais mieux fait de bosser mon putting. Et je pense que si j'avais bossé mon petit jeu, j'aurais pu y arriver. Donc, je me suis perdu là-dedans. J'ai commencé à compliquer le swing, me poser plein de questions, et c'était pas du tout la bonne direction. La bonne direction aurait été de faire du petit jeu, beaucoup de petits jeux, beaucoup de putting. Et je pense que c'est aujourd'hui, je vois dans l'enseignement, je pense que c'est quand même la clé aujourd'hui pour y arriver. Je vois au niveau mondial, c'est vrai qu'on voit beaucoup de joueurs qui tapent très bien la balle, qui tapent très fort, mais on en oublie que c'est des génies autour du green. Et c'est là où je me suis un peu perdu. Martin? Ouais, JB, moi je t'écoute depuis tout à l'heure et évidemment c'est jamais très drôle de reparler de choses qui n'ont pas marché dans une carrière, surtout à nos âges, puisqu'on a à peu près le même âge. Même si j'ai pas du tout la même carrière que toi, mais est-ce que c'est pas fondamental quand on devient enseignant et quand on s'adresse soit à des gamins, soit à des gens, ou voire même à des apprentis pros, de leur dire écoute, voilà, moi j'ai 197 tournois sur le Tour européen, j'ai une seconde place là et j'ai fait ces erreurs là dont j'ai presque envie de dire qu'on les ressasse depuis des années, mais toi tu peux vraiment appuyer dessus puisque c'est ton expérience à toi. Est-ce que c'est pas précieux finalement ton expérience? Mais c'est sûr, moi j'ai pas l'expérience de l'enseignement comme certains pros qui enseignent depuis très longtemps. Par contre, j'ai l'expérience de niveau. Je sais exactement ce qu'il faut faire pour y arriver et ce qu'il faut pas faire. Et ce qu'il faut pas faire. Donc c'est sûr que moi je me suis lancé dans cette carrière. Je veux me servir de mon expérience pour expliquer aux gens, aux gamins, dans quelle direction il faut aller et surtout dans quelle direction il faut pas aller. Donc ça, c'est sûr que c'est une plus-value énorme aujourd'hui pour les gens qui s'entraînent avec moi, c'est sûr. Benjamin? JB, vous allez aussi enseigner à des golfeurs lambda ou vous voulez vraiment faire du haut niveau? L'idée à terme, c'est de faire du niveau. Après, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, j'ai quelques jeunes, j'ai du golfeur lambda. On se rend bien compte que finalement, chacun a le même objectif, c'est progresser. Et on se rend compte finalement qu'à tous les niveaux, c'est un petit peu pareil. Hein. On a besoin de s'entraîner. Je reviens encore dessus, mais le joueur lambda, lui, impérativement gagner 20 ou 30 mètres au drive, mais c'est pas là la clé. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'expliquer aux gens que l'important au golf, c'est le petit jeu. Et ça rentre pas malheureusement dans la tête de tous les gens. Mais finalement, à tous les niveaux, c'est ça. Que ce soit le niveau lambda ou le niveau amateur, au final, c'est pareil. C'est progresser de 0 à 100 mètres. Je me rends de plus en plus compte. Jean-Baptiste, on parlait avec vous depuis tout à l'heure, mais donc vous avez repris le Victoria Golf Club, le practice du Victoria Golf Club à Valbonne au-dessus de Cannes pour ouvrir l'Access Golf Center. Voilà, c'est dit, on y reviendra évidemment. Et Martin Coulon a une question pour vous, Jean-Baptiste. Ouais, JB, on parlait tout à l'heure de cette petite phrase que tu avais glissée, je crois que c'était Arnaud qui a fait l'interview en 2007, donc ça date, sur le fameux top 50 mondial et ce Graal un petit peu que tous les joueurs français de très haut niveau visent. C'est ça. Est-ce que
avec le recul que tu peux avoir aujourd'hui, est-ce que tu crois que un coach ou un joueur en France a une idée de ce qu'il faut faire? Enfin, il y a un joueur, à mon avis, qui a vraiment l'idée, puisqu'il y a été, c'est Victor Dubuisson, tu vas me dire, mais globalement parlant, est-ce qu'on sait ce que ça implique, ce que ça veut dire quand on est du côté enseignant de haut niveau ou d'enseignant tout court, de ce que ça veut dire d'aller titiller ce top 50 mondial, et qu'est-ce que ça implique au niveau du jeu et de tout ce que ça peut impliquer là-dedans? Alors, ce que ça implique au niveau du jeu, j'en reparle encore. Moi, pour faire un constat, j'en ai parlé avec Greg aussi ce week-end. Greg Avray. Grégory Avray. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est que mon avis de joueur, mais je pense qu'aujourd'hui, on parle de Victor. Victor, il y était arrivé pourquoi? Parce que c'était un génie autour du green. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Français ont la capacité d'y arriver. Très franchement, je pense qu'on n'est pas plus mauvais que les autres. Par contre, je pense qu'on n'est pas au niveau, et moi je l'étais pas, et je pense qu'on n'est pas au niveau à moins de 100 mètres. À moins de 100 mètres et sur les greens, on n'est pas au niveau. Et je pense qu'on s'entraîne pas assez. Je pense qu'on n'a peut-être pas les structures parfaites pour s'y entraîner aussi. C'est un constat que je fais. Moi, je me suis entraîné pendant des années. J'ai essayé de progresser au petit jeu et à moins de 100 mètres. Et aujourd'hui, on n'a pas les structures nécessaires pour s'y entraîner. Donc, on n'y va pas facilement. On va pas facilement s'entraîner. Qu'est-ce qu'il faudrait, Jean-Baptiste, pour s'entraîner à moins de 100 mètres idéalement? À venir à Access Golf Center, parce que on a mis en... Non, je plaisante, je fais un peu la promo, mais c'est vrai que j'ai essayé de mettre en place des cibles. On a fait une dizaine de greens en synthétique pour s'entraîner sur ces distances. On a des greens entre 20 mètres et 100 mètres. Et aujourd'hui, si quelqu'un veut venir s'entraîner, même un professionnel, parce qu'à terme, on aura des zones d'herbe, on a des balles de jeu, il faut pouvoir répéter et s'entraîner. Moi, plus jeune, le seul moyen que j'avais de m'entraîner sur le wedging, c'est d'aller sur un parcours de golf, de me lever à 6 heures du matin, de pouvoir bosser pendant 2 heures sur un parcours libre jusqu'à ce que les premiers clients, les premiers joueurs arrivent. Donc j'étais assez limité. Aujourd'hui, si on vient sur cette structure-là ou une autre, et qu'on peut s'entraîner pendant 7-8 heures sur ces distances-là sans être dérangé, je pense que c'est quand même bien, parce que c'est de la répétition. C'est de la répétition, c'est comme ça qu'on progresse, en répétant. Mathieu de Cotigny-Lafont a dit qu'il s'exilait de France récemment sur Facebook ou sur Twitter, parce que les structures n'étaient pas suffisantes pour viser le top niveau en France. Vous partagez cet avis, Jean-Baptiste, donc. Oui, je partage. Après, je pense qu'aujourd'hui, la Fédération française de golf prend conscience de ça. Je pense que les choses vont bouger. Je pense qu'il faut mettre en place des structures, des petites structures, pas forcément avoir un parcours de 18 trous. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on essaie de multiplier les petites structures, des practices, des parcours compacts, des 3 trous, pour bosser son wedging. Je pense qu'aujourd'hui, ça manque. Je pense que la fédération est en train de faire l'effort et est en train d'en prendre conscience. Mais je pense qu'on manque aujourd'hui de structures pour s'entraîner sur cette distance. On manque de structure. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui vont s'entraîner au Maroc, dans des bonnes conditions, sur des bons greens. Je pense qu'on est capable de le faire dans certains endroits en France, à Paris l'été, dans le sud de la France l'hiver, dans le sud-ouest certainement. Enfin, je pense qu'il faudrait arriver à mettre ça en place pour avoir un mec dans le top 50 mondial. François, un peu comme Jean-Baptiste, vous nous avez dit aujourd'hui que pour vous, des choses essentielles sur un practice, c'était les vraies balles de golf. Jean-Baptiste le dit aussi dans une de ses interviews. Les balles de golf, les vraies balles de golf, s'entraîner avec des vraies balles de golf, c'est une des clés du bon entraînement. Pour moi, il y a vraiment deux points très importants. C'est un, pouvoir taper des vraies balles, et deux, pouvoir les taper sur de l'herbe. Parce que c'est vraiment le plus important. Et en France, c'est vraiment très très rare de trouver un practice sur lequel on peut taper sur herbe. C'est pour ça que si JB arrive dans les mois à venir à faire une zone sur herbe chez lui, ça va être vraiment bien, parce que ça permet vraiment d'avoir le contact de balle et tout. Et c'est primordial. Si sur le tapis, c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, il faut savoir facile. Ce que ça donne, quoi. Et donc ça, c'est le b.a-ba. Et pourquoi tout le monde va s'entraîner à l'étranger? Parce que déjà, on peut taper sur herbe. Après, des bons greens en France, on en a là, à Léo National. Bon, il neige aujourd'hui, mais les greens, ils sont canons. Ah oui, là, il neige aujourd'hui, JB à Paris. C'est pas parfait pour s'entraîner. C'est pour demain la neige. Chacun son tour. Jean-Baptiste, on a posé la question à François hors antenne, mais on va lui poser maintenant. Mais d'abord à vous, est-ce que la fédération vous a contacté, ou est-ce que vous avez contacté la fédération pour une éventuelle collaboration? Alors, moi, la fédération ne m'a pas contacté. Je sais qu'elle a contacté d'autres joueurs de haut niveau. Lesquels? Je pense qu'ils me...
On a le droit de le dire. Moi, non, mais je crois que Thomas bosse un peu déjà. Oui, à la Fédé. Thomas et Gladys l'année dernière, ils avaient essayé. Voilà, Thomas Levé, Gladys Nocera. Voilà, je sais que j'en ai discuté avec Grégory Avray. Bon, pour l'instant, c'est pas son plan parce qu'il veut continuer à jouer, mais il est pas fermé non plus à s'investir avec les jeunes. Bon, on va voir comment se passe sa saison, mais moi, je suis pas du tout fermé non plus à le faire. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut progresser et amener un joueur, voire plusieurs joueurs dans le top 50 mondial, je pense qu'il faut se servir de l'expérience de tous ces joueurs qui quittent le circuit aujourd'hui hein, et qui sont entre guillemets en fin de carrière, si on peut dire ça entre guillemets. Mais donc moi pas contacté, mais je suis ouvert à toute proposition pour partager mon expérience avec les jeunes. Et je pense que c'est primordial de se servir de notre expérience de joueur. C'est impératif. C'est peut-être mal vu du côté de la Fédé d'avoir une expérience sur le tour et du plus haut niveau, je sais pas. Ah, ça persifle, hein, monsieur Cadieux, ça persifle. Vous pensez la même chose que moi, Arnaud. Donc, oui, non, donc mais tout va bien. effectivement, la Fédé doit s'appuyer sur les meilleurs joueurs. Ils l'ont fait l'année dernière avec Thomas Levet et avec Gladys. Ouais, ça commence. Mais après, je pense qu'ils vont se diriger vers ça. Je pense qu'ils ont compris. Je pense qu'ils vont le faire et ils ont tout intérêt à le faire. Mais je pense que c'est dans leur tête. Je pense que les choses vont bouger un petit peu, je l'espère. En même temps, avant, c'était compliqué de s'appuyer sur des joueurs à la retraite, puisqu'il n'y en avait pas beaucoup. Ça fait que depuis 15 ans qu'il y a beaucoup, on va dire, quinzaine de joueurs français très haut niveau. Raison de plus pour s'appuyer sur... Voilà. Allez-y, Jean-Baptiste. La question que je me pose, c'est pourquoi on s'appuie sur des joueurs à la retraite? Pourquoi on s'appuie pas sur des joueurs qui sont encore en exercice? Est-ce qu'on pourrait pas le faire? La Fédé a fait quelques regroupements quand même. Quelques regroupements dans le sud-ouest il y a quelques années. C'est vrai qu'ils ont un peu, sous l'impulsion de Patrice Barquez notamment. Et c'est vrai que. C'est très bien. Il y avait Manuel Pinheiro, je crois, qui était impliqué, le coach espagnol. Oui, c'est vrai qu'il est vraiment sur le tour en ce moment. Plusieurs journées. Tout à fait en activité. On arrête le persiflage, monsieur. Non, c'est pas du persiflage, c'était un fait. Allez, pour terminer là-dessus, justement, le golf français en 2018, ça n'a pas été sa meilleure saison. Vous le voyez, Jean-Baptiste, vous les voyez comment, les joueurs français en 2019 vous avez un pronostic sur Victor Dubuisson, Alex Lévy, Mike, Ben Hébert et tous les autres Langasques en fin de saison? Comment vous les jugez? Comment on peut les voir en fin de saison? Je trouve que ça bouge. C'est sûr, on est toujours critique. On n'a toujours pas de joueurs dans le top 50 mondial, même si Alex y a été un petit peu. Moi, je trouve que ce que se fait Alex est formidable. Il est allé chercher l'expérience d'un Pete Cohen. Je crois que Romain Vattel essaye de le faire aussi. Ça, c'est vraiment une super démarche. Je trouve que Mike Lorenzo Vera fait quand même une belle saison, une belle remontée. Il prouve à beaucoup de gens que c'est possible d'y arriver en persévérant. Moi, je les sens bien. Romain a fait un super début de saison. On a quand même beaucoup de bons joueurs. Après, oui, il faut un peu de patience. Je sais que ça prend du temps, mais on a quand même un bon visier. Voilà, moi je les sens bien, les joueurs français. Il n'y a pas de raison. Pas de raison, c'est un peu négatif, mais il y a toutes les chances qu'il y en ait quand même un ou deux qui s'en sortent. Alex est pas loin, Mike est pas loin, Ben, ils s'améliorent quand même chaque année. Ils sont quand même pas loin de la vérité. Hein. Et Victor, est-ce que vous avez pu le voir, le croiser? Est-ce que vous avez comment vous le sentez? Comment vous sentez son retour? Victor, c'est un génie. Hein. Il a pas besoin de grand chose pour. On va le voir. Hein. Je crois qu'il joue à Dubaï cette semaine. Je crois. Il est invité. Voilà, on va voir ce qu'il va donner. Moi, Victor, c'est un génie. C'est le mec le plus talentueux que je connaisse. Et j'ai joué avec McIlroy, j'ai joué avec pas mal de très bons joueurs. Victor, il est exceptionnel. Je pense que c'est un mec. Là, il est plus blessé, il est rétabli, il a perdu 20 kilos, il a peut-être pris conscience de certaines choses, il est peut-être plus motivé. Moi, je pense que Victor, il peut faire de très belles choses s'il s'investit et s'il décide de s'investir à fond dedans. Et je pense que c'est ce qu'il a envie de faire cette année. Je pense que Victor, moi, je mets un billet sur lui. François, un billet sur Victor ou sur d'autres joueurs? Comment vous voyez la saison des Français? Je pars du principe qu'on n'a pas besoin d'avoir non plus 50 joueurs sur le circuit européen pour avoir des bons résultats. Regardez les Belges, regardez les Italiens. Ils n'en ont pas 40 sur le circuit européen. En France, on a quoi, une dizaine cette année. Ils sont tous très bons. On voit même des joueurs comme Mathieu Pavon, qu'on ne connaissait pas il y a de ça 2-3 ans. Maintenant, ils sont très très bons. Ben Hébert, il avance bien. Comme il l'a dit JB, Mike, c'est super bien la saison qu'il a fait l'année dernière. Et c'est juste une histoire de déclic, le golf. À partir du moment où il y en a un ou deux qui va vraiment jouer aux avant-postes toutes les semaines, qui va gagner un tournoi, un gros tournoi, bien évidemment, c'est toujours mieux. Après, ça peut aller vite. Hein. Après, tu vas sur un grand chelem, tu es en chauffe et pourquoi pas. Donc je suis...
Moi, je suis toujours très optimiste pour le golf français, mais même si on a moins de joueurs sur le circuit européen cette année, regardez Victor Pérez, il fait un début canon. Pourquoi pas tous les joueurs qui y sont peuvent faire des gros résultats, donc moi, je suis plutôt confiant. Vous avez parlé de Grand Chelem. Pour terminer avec vous, Jean-Baptiste, l'homme aux 14 Grand Chelem, Tiger Woods, rejoue cette semaine. Et moi, c'est Benjamin et Martin peuvent en témoigner. Ma marotte à ce podcast, c'est le pronostic du classement. Pas que à ce podcast. Oui, partout. Voilà, le pronostic. Donc, dès que j'ai des spécialistes autour de cette table, allez, Jean-Baptiste, c'est vous qui commencez. Quelle place pour Tiger cette semaine aux États-Unis sur ce tournoi de rentrée du PGA Tour? Vous le voyez comment, le Tigre, Jean-Baptiste? Moi, je le vois toujours bien. Moi, j'ai confiance en lui depuis toujours. Je pense que maintenant, il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il a à faire. Il est rétabli physiquement. Honnêtement, la saison qu'il a fait l'année dernière, c'est juste stratosphérique. Personne n'aurait jamais pensé qu'il puisse revenir comme ça. Je veux dire, tout le monde lui... Enfin, c'est dément. Arriver à faire un truc pareil en étant aussi bas, il y a que lui qui peut se permettre de faire des choses comme ça. Donc moi, je le vois, je le vois et je le souhaite. Je lui souhaite. Je pense qu'il va nous faire un top 10, comme de toute façon, il fait jamais très loin du top 10. Hein. Mais je pense qu'il va gagner un majeur cette année. Et je le souhaite d'ailleurs. Je le souhaite pour le golf mondial. François, Voilà, un pronostic pour en Tiger? ce qui concerne Tiger cette semaine. Le spécialiste de la télé, attention, vous guette. Je pense pas qu'il va gagner, mais à mon avis, Tiger, il se prépare pour être bon sur les grands chelems. On a des grands chelems tous les mois cette année. Le calendrier a un petit peu changé. Je pense que sa préparation donc a dû un petit peu changer. Et donc là, c'est un tournoi de reprise. C'est jamais son meilleur tournoi. Souvent, il est bon sur le deuxième ou le troisième. Donc, allez, on va dire comme JB déjà, s'il fait un... Ah non, dites autre chose. Non, vous avez le droit, comme lui. Top 10 alors? Non, un cut tranquille, top 10, mais il manque un petit peu de jeu pour jouer la gagne. Voilà, déjà, ce serait bien. Il y a des petits changements de matériel aussi dans le sac de Tiger à prévoir. Dites-nous, Benjamin. Au moins le driver, il devrait passer au M5 de TaylorMade. Il est en phase de test, il le teste. Il teste aussi le nouveau Spider, le nouveau putter de TaylorMade, mais... Comme d'habitude, on va attendre de voir jeudi qu'est-ce qu'il aura mis dans le sac. Mais en tout cas, au moins le driver, ça devrait bouger. Donc, on l'avait laissé quand même assez fatigué il y a un peu plus d'un mois. Exténué, tu veux dire. Cuit. Après, Au il avait enchaîné 7 voilà. tournois en 9 semaines. C'était beaucoup trop pour Martin. lui. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment... Moi, c'est pas forcément une performance sur la semaine. En tant que tel, évidemment, t'as envie de le voir performer, mais c'est plus j'ai envie d'avoir un résultat en plus. Non, mais t'en auras pas parce que je suis nul en pronostic et que Bon, alors allez-y, alors continuez. Moi, c'est plus sur une notion de moyen terme, c'est-à-dire sur 4-5 mois, voir comment il gère sa saison, parce qu'il a clairement dit en fin d'année dernière que voilà, la façon dont il allait gérer ses calendriers, ça allait être drastiquement différent en termes de masse de jeu, mais que évidemment, ça allait être dirigé vers les grands chelems, donc autour d'Augusta, puis en plus le calendrier, comme tu l'as dit, François, il a énormément évolué cette année. Il y a un majeur quasiment tous les mois. Il va l'arranger énormément. Il va pouvoir faire des coupures entre chaque majeur. Il va faire des séries d'un ou deux tournois, coupure, un ou deux tournois, coupure. Donc c'est assez excitant en vue d'Augusta, et moi je suis ravi en plus d'y aller. Cette année c'est mon tour. C'est pas lui qui a fait modifier le calendrier là pour que ce soit. Si, mais il est très très fort. Il est très. Mais c'est Dieu en fait. Tu sais que c'est Dieu. C'est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Benjamin, pour terminer, puisque Martin ne veut pas se mouiller. Benjamin. Non, c'est pas que je veux pas me mouiller. Je suis nul en pronostic. Et Torrey Pines, c'est l'un des parcours où il a le plus gagné avec Firestone et en Floride du côté d'Arnold Palmer. Donc pourquoi pas. Pour moi c'est trop tôt. Il y a changement de matériel. La forme, on n'en sait absolument rien. Donc comme dit François, il est jamais très loin du top 10. 15-20e. Bon, après, l'hiver, ils changent tous de matériel. On voit Justin Rose. Oui, mais Woods, moins quand même. Il est quand même un peu frileux au niveau changement. Ces changements, c'est des petits changements. C'est quasiment les mêmes clubs, à mon avis. En tout cas, Torrey Pines, c'est son jardin. Donc, allez, puisque moi, personne m'a demandé, je vais dire 5e. Allez, pour terminer. Quoi? Attends, je tombe de ma chaise. Il gagne pas cette semaine. Non, il gagne pas. Il rentre pour une fois. Qu'est-ce qui se passe, Arnaud? T'es malade. Il a 42 fièvre. Mais t'inquiète, s'il gagne, il aura dit qu'au dessert, à Dej ce midi, il avait dit qu'il allait gagner. Bon, allez, merci Jean-Baptiste Gonnet, en tout cas, d'avoir été avec nous. Redonnez-nous le nom de votre académie et le lieu. Alors, c'est Access Golf Center et c'est à Valbonne, dans l'enceinte du Victoria Golf Club. D'accord, il y a un site internet, il y a une adresse mail. Comment on fait pour. Si on veut prendre une leçon avec Jean-Baptiste Gonnet, on fait comment? Il y a un site internet en création, sinon il y a une page Facebook. D'accord. Il y a pas Facebook de Jean-Baptiste Gonnet et je crois que François Calmel, c'est un message pour vous, Jean-Baptiste. Ouais, juste JB, donc j'avais vu que tu as ouvert cette structure. Donne-moi envie, là, en quelques mots de venir. Qu'est-ce que je vais trouver là-bas?
Bah, je te donne envie, balle de jeu, Strixon AD33 sur le practice, tapis, future zone d'herbe, 9 green en synthétique qui pitch parfaitement et une zone d'approche qui va être fantastique. Bon, on peut pas tout faire en 5 minutes, mais on va avoir une super zone de chipping aussi. Et des Carlsberg au clubhouse. Et de Oui, Carlsberg. au Surtout, clubhouse. j'ai vu un peu Trackman, votre associé spécialiste Trackman. Trackman aussi, spécialiste Trackman. Ouais. Je pense que c'est important de Ouais, c'est bien de aussi. l'avoir aujourd'hui. C'est un bon complément. Ouais. Et Soleil. Merci. Et soleil, Eh oui, soleil. et Soleil. Soleil magnifique tous les jours. Merci Jean-Baptiste Gonnet d'avoir été avec nous. Bonne chance Merci sur messieurs, c'était un Practice. plaisir. Nous aussi, Ouais, et ciao. on viendra vous revoir assez souvent du côté de Cannes. Salut Jean-Baptiste. Merci, salut. Allez, pour terminer cette émission, c'est l'heure de retrouver la Ligue Fantasy de Journal du Golf. Vous êtes près de 400 à avoir rejoint notre ligue lancée la semaine dernière. Alors Rémi Rivière, bonjour. Bonjour Arnaud. Les résultats d'Abu Dhabi sont tombés samedi et je m'inquiète en vous le demandant, mais on en est où au classement ? Votre inquiétude est justifiée Arnaud, puisqu'on a fait un triste départ cette semaine, malgré les conseils de Benjamin d'ailleurs. Oh. Peters, bon ça a pas marché. Poulter un peu mieux, Benjamin, c'est vrai. Bah quand même. mais Peters, pourtant, il était pas mal quand même assez longtemps, mais il a mal fini. Il finit Il a mal 26ème fini, je crois, hein. top 30. Sur la fin, parce qu'il était dans le coup encore le samedi, j'allais dire le dimanche. Mais Bon enfin en tout cas sur le classement on est 258ème sur 364 joueurs, donc c'est pas terrible Arnaud. non, c'est Pas pas mal. terrible. Ouais. Voilà, et Ouais. on va donc Comme se disait l'autre, tourner, on peut que progresser jusqu'à la fin de la saison. on va quand même féliciter Yvan Bruel, notre premier leader, Arnaud. Yvan qui a marqué 2000 points en trouvant non seulement le vainqueur, donc Shane Lowry, et surtout en inscrivant que des joueurs du top 10 dans sa fantasy. Donc chapeau Yvan, bravo. Ah ouais, alors là, bravo. Il fallait Shane Lowry comme vainqueur, fallait le trouver. Il fallait celui-là. oser ouais, Arnaud. Allez, il va falloir se ressaisir cette semaine. Place au Dubai Desert Classic avec encore un paquet de gros joueurs sur les rangs. Quelle équipe nous proposez-vous, Rémi ? Alors en capitaine, on va réessayer Yann Poulter. Yann qui a terminé donc 6ème cette semaine et qui avait fait 6ème aussi à Dubaï l'année dernière. Notre cador Henrik Stenson qui était dans le top 10 l'an dernier. On sélectionne Thomas Peters et Matt Wallace, deux joueurs performants la semaine dernière aussi à Abu Dhabi. Et puis toujours cette fameuse caution belge bien sûr. Notre joker sera Bryson DeChambeau qui va sûrement nous enquiller quelques jolis putts avec le drapeau. Et puis un français, Mike Lorenzo Vera. Mike qui a été gêné par une sévère angine à Abu Dhabi mais qui semble désormais rétabli. Arnaud, donc une petite pièce sur Mike. En tout cas, on le souhaite. Merci Rémi. Toutes les infos sur la Fantasy League sont à retrouver sur notre page Facebook du Journal du Golf. Allez, ce podcast est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Calmels d'avoir été avec nous pendant toute cette émission. Merci à Benjamin Cadiou et Martin Coulon du Journal du Golf. Merci à vous Rémi qui était également à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr.